Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier épisode de la grande histoire de l'Allemagne avec la guerre franco-allemande de 1870, l'unification de l'Allemagne, l'Empire allemand. Cela fait beaucoup, je le sais bien, mais c'est un épisode intéressant et fourni en informations. Commençons par le commencement. Avant la guerre franco-allemande de 1870, avant l'Allemagne, il y avait la Confédération d'Allemagne du Nord, la Norddeutscher Bund, dirigée par le roi de Prusse, Guillaume Ier de Prusse, de son vrai nom Guillaume Frédéric Louis de Hohenzollern, qui deviendra plus tard empereur allemand. Le chancelier de cette confédération est Otto von Bismarck, qui deviendra aussi chancelier fédéral de l'Empire allemand plus tard. La guerre de 1870 a pour origine l'abdication de la reine Isabelle II d'Espagne. Le cousin du roi Guillaume Ier de Prusse se propose comme candidat à la tête de ce pays. Ce cousin s'appelle Léopold de Hohenzollern. La France n'aime pas cette candidature car elle a peur d'être entourée des deux partis, Hohenzollern, et d'être attaquée par ces deux fronts en même temps. Le ministère des Affaires étrangères français n'est autre que le duc de Gramont. Il fait un discours agressif envers la Prusse et demande donc de retirer de la candidature. Le 12 juillet 1870, l'ambassadeur d'Espagne annonce au gouvernement français qu'Hohenzollern retire sa candidature. Le 13 juillet 1870, une dépêche est émise. C'est la dépêche d'Ems, ce qui amène à un malentendu. Car, à cause d'une erreur de traduction, la France déclare à la Confédération de l'Allemagne du Nord le 19 juillet 1870 la guerre. Les duchés de Sud et la Bavière se rallient à la Confédération. La Confédération mobilise ses troupes le 15 juillet 1870. L'Autriche et l'Italie se déclarent neutres dans le conflit le 20 juillet 1870. Le lendemain de la déclaration de la guerre de la France, de nombreuses villes de l'Est de France sont déclarées en état de siège au 27 juillet. Le 28 juillet 1870, le lendemain, Napoléon III se rend à Metz et prend la direction générale de l'armée française. Passons le mois d'août 1870, dirigeons-nous vers le mois de septembre, la bataille de Sedan est l'origine de la capitulation de la France et la capture de Napoléon III qui part pour Wilhelmshöhe. Le grand-duc de Bade propose d'intégrer la Confédération d'Allemagne du Nord le 3 octobre. Le 5 octobre, Guillaume Ier établit son quartier général à Versailles. Le 23 octobre, la délégation bavaroise arrive à Versailles. Le 15 novembre, la BADE et la Hesse et la Confédération d'Allemagne du Nord signent un accord, puis plus tard, le 25 novembre, avec le Wurtemberg pour rejoindre la Confédération d'Allemagne du Nord. Enfin, tous les États dépendants de l'Allemagne actuels sont réunis autour de la Confédération de l'Allemagne du Nord et c'est le 8 décembre que le vrai accord est signé sur la future constitution allemande. Le 20 décembre, la Confédération d'Allemagne du Nord devient l'Empire allemand. Le 1er janvier 1871, l'Empire allemand rentre juridiquement en vigueur et le 18 janvier, la proclamation de l'Empire se fait dans la Galerie des Glaces de Versailles. Le 26 janvier 1871, un armistice de 21 jours est signé sauf pour l'Est. Entre le 21 et le 26 février, les accords de paix sont négociés entre Thiers et Bismarck. Le 21 mars 1871, Bismarck est élevé au rang de prince et est élu chancelier. Bismarck, grâce à cette guerre, réussit à unifier l'Allemagne. Le 6 mai 1871, les négociations de Francfort-sur-le-Main sont ouvertes. Et, le 10 mai, il est signé. Ce qui signifie que l'Alsace, la Moselle et une partie de la Meurthe sont incorporés à l'Empire allemand à compter du 9 juin 1871. Le 16 juin, c'est la parade de la victoire à Berlin. Le 13 septembre 1873 marque la fin de l'occupation allemande en France.
après que cette dernière ait fini de payer ses indemnités de guerre. Nous retiendrons de cette guerre la puissance de l'Empire allemand et des troupes prussiennes, mais nous retiendrons aussi qu'une revanche sera à prendre pour la France, car elle a perdu l'Alsace et la Lorraine, et ce sera une des raisons de combattre pour la France de la récupérer lors de la guerre de 1914. Otto von Bismarck mourra en 1898 à l'âge de 83 ans. Ce dernier sera envoyé en 1890 par Guillaume II et sera succédé par le comte Léo von Caprivi, lui-même succédé par le prince de Schleswig zu Hohenlohe-Schweigensfürst, le prince Bernhard von Bülow, Theobald von Bethmann-Hollweg, Georg Michaelis, le comte Georg von Hertling et le prince Maximilian von Baden, qui sera le dernier chancelier avant que l'Empire soit remplacé par la République de Weimar. Mais nous verrons cela dans le prochain épisode de la grande histoire de l'Allemagne. Guillaume Ier de Prusse sera remplacé par son fils Friedrich III, puis lui-même remplacé par son fils Guillaume II. Malgré ce que l'on dit, l'Empire allemand est un empire colonial. L'Empire s'empare des actuels Cameroun, Togo, Tanzanie et Namibie en Afrique, et des îles Carolines dans le Pacifique. Les populations de ces colonies sont condamnées aux travaux forcés pour fournir des matières premières pour l'industrie allemande. L'Allemagne envisage de bâtir un empire africain qui relierait à travers le Congo belge et le Cameroun à ses possessions d'Afrique orientale. La colonisation a des côtés impérieux pour les coloniser. La colonisation de la Namibie par l'Empire donne lieu au premier génocide du XXe siècle. L'Empire organise la destruction des populations héréros qui représentent pourtant 40% de la population de Namibie. L'Empire allemand est aussi un empire diplomatique. Le 7 octobre 1879, l'Empire allemand passe un accord avec l'Empire austro-hongrois, que l'on nomme Dupplice, en allemand le Zweibund, est scellé par un traité. En 1890, Léo von Caprivi, dès son accession au pouvoir, signe un traité avec le Royaume-Uni. Ce traité suscite la colère des lobbies colonialistes, par lequel en échange de vastes zones d'influence en Afrique, mais surtout de l'îlot d'Heligoland en mer du Nord, et renonce au sultanat de Witu à la côte des Somalies et reconnaît le protectorat britannique de Zanzibar. C'est compliqué, mais on continue. À la fin du XIXe siècle, l'Empire britannique, première puissance navale et coloniale de l'époque, tient à confirmer la supériorité de sa Royal Navy. En 1888, la peur d'un conflit naval avec la France et l'accroissement de la flotte russe font redémarrer la construction navale. Le British Naval Defence Act signé en 1889 entraîne la construction de 8 nouveaux cuirassés britanniques. Dans ces dernières années du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, la course à la construction des cuirassiers est attisée par l'opposition entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les lois allemandes de 1898 et de 1900 autorisent la construction d'une flotte de 38 cuirassés, ce qui menace l'équilibre naval. Si la Grande-Bretagne répond par davantage de nouveaux navires, elle n'en a pas moins perdu une grande partie de sa suprématie. En 1983, le Royaume-Uni possède 38 cuirassés, 2 fois plus que la France et à peu près autant que le reste du monde réuni. En 1893, Caprivi est à son tour remplacé au poste de chancelier impérial. Changement politique qui marque une nouvelle orientation dans la politique diplomatique et coloniale du versatile Guillaume II. Dès ce moment, la course aux colonies s'accélère et l'Empire allemand en Afrique se consolide. La conférence d'Algésiras rassemble 12 pays européens. Le 16 janvier 1906. Un droit de regard est reconnu à l'Allemagne sur les affaires marocaines. L'Empire allemand, de son côté, essaie de préserver ses intérêts au Maroc. Mais après l'échec du coup d'Agadir en juillet 1911, elle abandonne ses ambitions sur le Maroc. En 1913, lors de la Seconde Guerre balkanique, elle amène le parti Union et Progrès au pouvoir.
Leur volonté de relever l'Empire les entraîne dans l'alliance avec l'Empire allemand. L'Empire allemand a aussi une armée, la Deutsches Heer, l'armée de terre. Elle est surtout composée de soldats prussiens, état fondateur de l'Empire. Ils gardent les uniformes bleus de Prusse et les Pickelhaube, les casques à pointe comme on dit chez nous. Ce sont les soldats qui ont combattu lors de la guerre de 1870. La Deutsches Heer ne combat plus en Europe, mais dans les colonies jusqu'à la Grande Guerre. Mais pendant cette période, c'est le moyen pour la Deutsches Heer d'améliorer ses équipements. Vers 1910, de nouvelles armes, comme les chars et les avions, sont développées. Mais il y a aussi la Kaiserliche Marine. Dès 1871, von Moltke, entrant en lutte avec la plupart de ses généraux, qui voulaient réduire à la marine à la stricte défense de ses côtes, se résolut à l'affranchir de la servitude que l'armée de terre prétendait lui imposer. Malgré l'autorité du vieux maréchal, la doctrine contraire prévalut encore pour quelque temps. De 1873 à 1888, l'Allemagne organisa une marine défensive. À partir de 1889, une marine offensive. Cette marine fut dirigée par le général Albrecht von Stosch, puis par le général Léo von Caprivi. Mais l'Empire a aussi une armée de l'air qui s'appelle la Luftstreitkräfte. Comme ce sont les débuts de l'aviation, elle est peu composée au début mais se développe lors de la Première Guerre mondiale. Mais au début, elle est composée de zeppelins. Nous le reparlerons de cette armée de l'air dans l'épisode suivant. Je sais, c'est la plus longue vidéo de la chaîne, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais l'Empire allemand est une source d'informations pour les historiens et pour les youtubeurs qui s'intéressent à l'histoire. Donc nous nous retrouvons dans un prochain épisode de la grande histoire de l'Allemagne qui parlera de la Grande Guerre et de la fin de l'Empire allemand. Tschüss, Wiedersehen!